Alors bonjour à tous et à toutes. C'est amusant de faire des iPhones comme ça. Amusant, je suis au 74e enregistrement, mais on devrait y arriver. Ce qui était vraiment amusant, c'était le titre. Quand j'ai reçu ballonnement, la terreur du gastroentérologue. Je crois qu'on peut plutôt parler de lassitude plus que de terreur. Et comment être efficace. Ça, c'est aussi un challenge sur un topo de quelques minutes. Je vais positionner correctement mon écran parce que je commence à connaître cette interface. Voilà. Alors, pas de conflit d'intérêt en relation avec la présentation. Les objectifs sont savoir identifier un ballonnement. C'est bête, mais en fait, c'est pas bête du tout parce qu'il faut savoir de quoi on parle et c'est pas parce que les conférences de Rome passent, le temps passe, les consultations avec les malades passent que les choses avancent pas pour essayer de caractériser ce truc qu'est le ballonnement et pouvoir le nommer correctement. Connaître les mécanismes du ballonnement. Bon, on va connaître les mécanismes du ballonnement, la physiopathologie, la science sait partir dans plein de directions. On va essayer de donner des éléments simples pour s'en sortir en consulte. Les explorations pertinentes, les recommandations hygiéno-diététiques, il n'y a qu'une seule chose à retenir de ce topo, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on fait point de vue du régime. Et connaître vraiment ce qu'apportent les traitements médicamenteux et les thérapies dites alternatives. Alors, voilà. Voilà pourquoi je parle de lassitude. Parce que ça, c'est un film qu'on connaît. Je suis ballonné, direction simple, j'ai la trace sur le ventre, j'ai des gaz. J'ai fait de l'aérophagie basse. Je trouve ça très drôle cette fois en consulte. À 15 heures, je peux plus travailler, c'est très gênant, ça gargouille, ça machin, ça truc. Et pour vous, comme pour le patient, en fait, ça n'avance pas. Ça n'avance pas avec la phrase, ça marche pas, votre médicament. Et sur les approches classiques, c'est vrai que le médicament, ça marche très moyennement, voire pas du tout. Donc comment est-ce qu'on avance si on prend un peu l'histoire et qu'est-ce que c'est? C'est l'archétype d'un symptôme fonctionnel. Le ballonnement, c'est bénin. C'est fréquent, c'est souvent associé à d'autres symptômes. C'est jamais un ballonnement complètement isolé. C'est pas si facile que ça à définir, mais c'est difficile à traiter. Avec un malade qui dit oui, je sais, je vais pas mourir, mais moi ma vie c'est un enfer. Je vais travailler, je n'y arrive pas. Et vous qui dites bon bah moi j'ai épuisé mes cartouches et j'en ai un peu assez de tourner en rond. Regardons l'histoire. Ça en bas, ces trois diagrammes, c'est un peu comme les conférences de Rome ont défini au fur et à mesure l'intestin irritable, IBS, irritable bowel syndrome, avec la distension, qui s'appelle le bloating, et la constipation. Vous voyez qu'au début, c'était tout séparé en A, puis après, ça, il y a eu des overlaps, ça s'est superposé un peu tout ça. En C, c'est une espèce de continuum, on peut aller de l'un vers l'autre, glisser, se rejoindre, avec une notion d'évolution temporelle pour les patients. C'est d'autant plus compliqué que, quand je dis que c'est compliqué de savoir de quoi on parle, en 92, la conférence de Rome dit le ballonnement, c'est de la douleur. Donc, ça veut dire que toutes les études de l'époque, le ballonnement, c'est de la douleur, alors que maintenant, on fait complètement le distinguo. Et puis, dans les papiers, dans la littérature scientifique, le ballonnement est un terme qui n'existe pas dans certains pays, ou qui n'a pas tout à fait la même consonance que chez nous, la même signification. Donc, c'est compliqué. Donc, savoir identifier un ballonnement abdominal, c'est simplement le premier point du topo. Le ballonnement, c'est un symptôme, petit bloating en anglais. C'est une sensation d'augmentation de la pression abdominale, avec ou sans distension. Le signe objectif, qui n'est pas forcément associé, donc le signe clinique, c'est la distension abdominale. Celui que j'utilise en consultation personnellement, c'est le patient qui me dit après manger, j'ai la marque de la ceinture sur le ventre, ou j'ai la marque, voilà, je sais que je suis ballonné, je n'ai pas commencé la journée comme ça. Eh bien, la distension, c'est un signe clinique objectif mesurable. Virgule, mesurable comment? L'élargissement du périmètre abdominal au niveau de la taille, ça ne se mesure pas au coin de la rue, ça se mesure par plétismographie abdominale ambulatoire, et c'est du domaine de la recherche. C'est une équipe de recherche bien connue dans le fonctionnel, c'est Fernando Espiros qui s'intéresse à Barcelone à ça, et qui a probablement qui a la plétismographie abdominale ambulatoire qui n'est rien moins qu'un holter, qui mesure l'écartement d'électrodes et qui permet de savoir quel est le périmètre de l'abdomen et voir si finalement l'amplitude varie. Eh bien oui, ça varie dans la journée, et oui, ça varie plus chez les gens, certaines personnes ballonnées. Mais quand on voit ça en consultation, on le voit de très loin, de très 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 loin, et c'est pas très pratique. Alors, physiopathologie pratique. J'ai un patient qui en a marre, qui comprend pas, et qu'est-ce que je lui raconte? Je ne vais pas lui raconter des salades, mais je vais essayer de lui raconter, je vais peut-être lui en faire manger, mais je vais essayer de lui raconter des choses auxquelles il peut se rattacher, parce que c'est important pour les patients de comprendre ce qu'ils ont. Il y a une association intuitive qui est fausse avec le gaz. Mais j'ai les gaz. Voilà. Pourquoi elle est fausse? Parce que vous avez tous vécu cette situation. Vous avez eu un jour une éructation,
Vous avez eu un jour une flatulence et vous avez été soulagé. D'accord? Mais c'est pas parce qu'on a vécu ça une fois que c'est superposable et transposable à tous les malades et à toutes les situations de ballonnement, puisque la plupart du temps, les malades ballonnés n'ont pas forcément une grosse production de gaz. La plupart du temps, ils ont une production de gaz intra-abdominaux normale. Donc, il faut essayer tout de suite de dire, c'est pas forcément ça. Voici de la physiopathologie inutilisable en consultation. Les anomalies de la dynamique diaphragmatique abdominale. Oui, vous mangez variation de volume à l'intérieur, mais adaptation de la morphologie et de la résistance et de la compliance de la cavité abdominale en jouant sur le diaphragme et les muscles avec des réactions paradoxales chez certains malades ballonneurs inutilisables. Vous ne pouvez pas raconter ça à un patient, sauf s'il a un doctorat en physique, et moi je mets beaucoup trop de temps et j'ai arrêté de jouer à ça. Vous avez un truc qui est pratique en consultation, c'est d'expliquer, c'est peut-être pas parce que vous avez beaucoup trop de gaz, mais peut-être que vous les sentez un peu trop. Peut-être que vous sentez un peu trop le transit, peut-être que vous sentez un peu trop les stimulus divers. Et vous leur dites qu'il y a l'hypersensibilité viscérale. Et ça s'explique très simplement. Vous dites au patient, mettez la main devant moi. Il pose la main sur la table, et puis vous prenez votre stylo et vous touchez juste là, comme ça. Là. Et vous dites, vous avez mal? Elle dit non. Ah bon, j'ai pas mal. Et ben voilà. Et ben votre intestin, quand on lui envoie ça comme signal, lui il envoie douleur. C'est de la mauvaise interprétation d'un stimulus. Et ça, c'est l'hypersensibilité viscérale. Et ça aide, c'est un repère tout bête qui aide les patients. Et puis au milieu, vous avez les anomalies de la clairance des gaz, qui dans une situation, la constipation a été démontrée comme, oui, je suis constipé, quelques jours passent, et puis chez le malade constipé, la clairance des gaz issus notamment du sécom expérimentalement se fait moins bien. Donc là, chez le patient constipé, vous pouvez lui dire oui, bah, vous accumulez, et puis au bout d'un moment, il faut que ça sorte, et le gaz vous fait mal. Le pont entre les deux, il est surtout sur les FODMAPs, les fameux FODMAPs, parce que les FODMAPs ont un rationnel physiopathologique qui inclut notamment la production de gaz. Les fameux, on les entend en congrès, hein, on entend beaucoup parler des FODMAPs. Alors pourquoi c'est pas encore assez rentré en pratique dans les choses? Parce que ce qui manque, c'est les bonnes diététiciennes, et on va le voir. 64% des patients intestins irritables, j'ai pas dit ballonnés, mais intestins irritables, identifient un trigger alimentaire. La théorie du FODMAP, c'est vérifié. C'est-à-dire que l'effet osmotique de ces sucres fermentés cibles avec un effet osmotique mal absorbé, donc effet osmotique, production de gaz, parce qu'ils sont là, en intraluminal, et sensation de distension. Oui, c'est une physiopathe qui tient la route, parce qu'elle est démontrée. Donc, si on regarde ces diagrammes qu'on connaît maintenant beaucoup, qu'on voit souvent passer dans les congrès, ce sont des charges en glucose, fructane, fructose, glucose plus fructose, et on voit que la charge notamment ici sur le contenu en eau du grêle de fructose engendre une augmentation du contenu en eau du grêle. Hydrogène expiré, même chose. Et là, c'est quand on regarde une charge en fructose sur le petit intestin, c'est le volume qui se balade dans l'intraluminal, on voit qu'il est augmenté. Donc, ça tient la route en termes d'explication physiopathologique. Et puis, ça correspond à quelque chose qu'on a négligé pendant des années. Malade arrivait, je mange de ci, je mange de ça, je fais pas bien. Et puis, bon, bah voilà, les examens sont normaux, rentrez chez vous, et puis faites le tri vous-même, blabla. Si on s'intéresse spécifiquement au ballonnement, fructose, fructane, mix de glucose, sur le ballonnement également, spécifiquement, il y a la même chose en échelle visuelle analogique. Donc le problème, c'est pas que le régime ne marche pas, c'est de le mettre en route. Alors comment je fais, moi, devant un patient qui se dit ballonné? Ben, je caractérise correctement l'interrogatoire à l'examen. Alors j'enlève gargouillement, flatulence, c'est pas des maladies. Ça rentre pas dans le chose et c'est pas considéré comme des symptômes. Est-ce une localisation épigastrique? C'est ça qu'apprend Rome 4. Est-ce que c'est localisé au niveau de l'épigastre? On sait tous où c'est, hein, l'épigastre. Oui, et ben non. Si le malade vous dit « j'ai mal à l'épigastre », non, vous ne dites pas que c'est un ballonné. Vous vous orientez vers les dyspepsies fonctionnelles. Dyspepsie, ça fait le malade est content d'avoir un mot auquel se raccrocher. RGO, gastrite, ulcère, gastroparésie, acide, panicule adipeux, trop de gras, dumping, tout ça, c'est des cadres bien définis. Nos examens paracliniques nous aident. On sait quand même les prescrire au bon moment. Et le dumping, c'est une situation parfaitement identifiée qui n'arrive qu'après manger, avec un timing de 30-60 ou 60-90 minutes et des signes d'excitation du nerf vague. Et quand on connaît ces cadres bien nosologiques, eh ben, on sait où on va. Et puis, si c'est pas épigastrique, on dit c'est un vrai ballonnement. Et
pour recadrer les deux grosses choses qui nous aident, donc l'épigastre, le syndrome de douleur épigastrique, c'est la première des dyspepsies. Et puis si elle arrive en postprandial, globalement, c'est le syndrome de détresse postprandiale. Et détresse, c'est un mot qui peut être bien adapté, puisqu'il y a des gens qui peuvent être très très mal après déjeuner. ROM 4, toujours. Bon, c'est pas l'épigastre. Alors, est-ce qu'il y a un trouble du transit avec votre ballonnement? Auquel cas, on va vers l'intestin irritable. Et là, on dégage à peu près bien les cadres pour discuter et parler à notre patient. Épigastre, transit, intestin irritable et ballonnement vrai. On va faire une petite revue de la pharmacopée. Les antispasmodiques. Bon, il faut retenir modique plutôt que dans spasme. Modique dans les faits. Spasfon, bof, ballonnement, non, ça marche pas. Succès dans les douleurs aiguës, pas le négliger dans les douleurs aiguës d'intestin irritable. Mais d'intestin irritable, pas le ballonnement. Trimébutine, échec, ballonnement. Momorionite béidélitique, échec dans le ballonnement. Marche un peu dans les douleurs de l'intestin irritable chez les constipés. Alvérine, siméticone, donc le météospasmide, échec. Bon, c'est pas flamboyant, hein. Le Tixtar, le fameux antibiotique luminal non absorbable, qui est donc on est obligé de caser dans toutes les présentations sur l'intestin irritable, ou sur les symptômes. Dans les ballonnements spécifiquement isolés, ça marchait. Alors, il faut prendre le médicament, 3 par jour, pendant 15 jours, et puis on avait 10% de patients symptomatiques en moins, donc traitez-en 9 pour en avoir un qui répond. En pratique, j'ai pas de résultat. En pratique clinique, je finis par le lâcher, mais j'ai jamais eu pour l'instant de patient qui m'a dit je suis mieux avec le Tixtar. J'ai pas. Pinaverium, siméticone, donc là on est dans tout ce qui est un peu antalgique et surtout fragmentaire des gaz, de la siméticone. Oui, ça marche. Le ballonnement, 30% de ballonnement en moins, et ça marche aussi sur la consistance des selles, des constipés et des mixtes. Et le carbosimac, charbon activé, siméticone, oxyde de magnésium, ça marchait dans une étude de Coffin et Hall. Le problème, c'était plutôt des patients dyspeptiques ROM 3 que des vrais ballonnements. Donc bon, qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette diapo? On essaye, on voit. Évidemment que s'il y a un patient qui nous dit ah la gomme Caraya, waouh, c'est fabuleux, mais les autres 0, 0, 0, mais la gomme Caraya, waouh, et ben tant mieux, il garde sa gomme Caraya. Et on a tous de ces patients où le Tiprida est un miracle. Bon, tant mieux, et ben il continue, mais c'est pas vrai. C'est pas des médicaments qui sont super efficaces, voire des fois pas du tout sur le ballonnement. Le régime pauvre en FODMAPs, ça marche. Ça marche. C'est pas à discuter, ça, c'est démontré et ça marche en pratique. Le problème, virgule, c'est que les consultes de diète sont pas remboursées et qu'il faut trouver la diète que ça intéresse et qui est formée. Donc ça marche bien. Ici, c'est en fonction de la compliance au régime sur ce graphe, les scores de sévérité des symptômes. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que plus on est compliant avec un vrai régime, plus ça marche. Et qu'il faut du temps aussi. Il faut du temps. Il n'y a pas l'échelle de temps, mais il faut du temps pour que ça se mette en place. Moi, j'utilise en première intention si le patient est typique, jeune, que j'ai pas l'arrière-pensée de maladie organique et qu'il y a un aliment trigger. Et 7 malades sur 10 répondent. Alors évidemment, quand c'est un journaliste sur le terrain, un cas supérieur qui dit mais moi je mange le sandwich, le truc, je peux pas, c'est très compliqué. Parce qu'il faut une certaine manière de le faire, ce régime pour un FODMAP. Ça ne marche que si on fait 1 mois à 6 semaines de régime en mode psychopathe, psychorigide, en mode vraiment extrêmement carré. La diététicienne qui accompagne, c'est démontré, c'est bête, mais quand la diététicienne est là, ça marche. Première phase, restriction rigide. Deuxième phase, réintroduction. Vous essayez des trucs que vous ne mangiez plus et vous voyez si ça déclenche, et ce qui est en fait la phase de personnalisation qui permet de déterminer quels sont les aliments riches en FODMAPs qu'on arrive quand même à manger, parce qu'il ne faut pas croire, il y a des patients qui arrivent à prendre des trucs hors régime. Mais ce qui est vraiment important, et qui est stratégique et central, c'est la diététicienne, parce que moi, je ne sais pas faire un régime pour FODMAPs. Et quand on dit à un malade, allez voir sur Internet, 0. Il ne se passera rien, ça ne marche pas. En tout cas, extrêmement rarement. Alors, mais j'ai essayé le gluten, docteur, ça marche, ça m'améliore le gluten. Oui, mais monsieur, madame, il y a un overlap, les aliments riches en gluten sont riches en oligosaccharides, donc on retourne voir la diététicienne et on s'aperçoit en fait que dans les régimes d'éviction FODMAP versus équilibré ou FODMAPs versus gluten, c'est quand même le régime pauvre en FODMAPs qui donne des deltas en échelle visuelle analogique d'amélioration les plus forts. Donc, arrêtez votre régime sans gluten, retournez voir la diététicienne. Et si elle régime pas en FODMAPs, vous pourrez remanger probablement des aliments riches en gluten que vous aviez arrêté et on va se penser vers autre chose. Le reste, l'hypnose. L'hypnose, ça marche.
Il n'y a pas à discuter, ça marche. Mais là encore, c'est un problème de correspondant. Qui a un hypnotiseur fiable dans son giron? Ben, c'est très bien. Quand on a un praticien qui pratique l'hypnose orienté là-dessus, on peut, mais c'est pas remboursé. Toujours le même problème. 1000 patients, des intestins irritables sévères, vous avez la sévérité de la douleur, du ballonnement, le transit, le retentissement sur la vie, ça marche sur les scores. Pour avoir fait mon mémoire de DES sur l'hypnose en endoscopie, j'en ai un souvenir douloureux dans la mise en place, mais merveilleux dans l'expérience. Vous pouvez endormir les malades, et là je vous parle de soulager les ballonnements, et bien ça marche. 76% de répondeurs. C'est une des questions qu'on se pose quand on voit ça, c'est faut-il se former? Vraiment. Acupuncture, non. Sport, bof. Massage et ostéopathie, pas démontré, même s'il y a des patients que ça améliore. La bouillotte, oui, la bouillotte, attention à fameux érythéma ab igné, l'érythème à l'exposition à la chaleur, où on a des patients qui se brûlent l'abdomen, et il ne faut pas recommander ça. Alors, comment je fais en pratique? C'est un ballonnement vrai. Ça, c'est la première partie de l'organigramme en haut. Il y a un trouble du transit, et finalement, c'est un ballonnement avec constipation, donc on va régulariser le transit. Et puis ça marche pas, on va aller à la case d'après. Si c'est un ballonnement avec diarrhée, on va éliminer les causes de diarrhée classiques, malabsorption des acides biliaires, une vraie diarrhée fonctionnelle, motrice de stress, voilà. Et on va donner un peu d'imodium. Et puis sinon, on va peut-être se dire c'est pas finalement un SI diarrhéique. Et puis sinon, que ce soit ballonnement ou isolé ou qu'il y ait cette superposition de symptômes, dans tous les cas, on va travailler sa relation médecin-malade. C'est terrible de ne pas être pris au sérieux, d'avoir été baladé. Mais c'est une réalité. On n'a pas forcément de temps à accorder à ces patients à passer des heures et des demi-heures à discuter. Moi, j'ai une consultation de 45 minutes pour ces patients-là pour y voir les choses. C'est pas forcément le cas du tout en ville d'avoir tout ce temps-là à dispo. Néanmoins, il faut écouter, revoir son patient, voir qu'on ne lâche pas, chercher les aliments déclenchants. C'est ma manière de faire. Elle n'est pas forcément universelle, mais quand un malade se présente avec des aliments déclenchants, identifiés ou pas, où il dit il se passe quelque chose, c'est on commence par un régime d'éviction. Pour en FODMAPs, diététicienne, 3 phases, boum. Évidemment, on peut s'aider de quelques traitements antispasmodiques avec les réserves que j'ai évoquées sur l'efficacité. Et puis, autre chose, hypnose, sport, ostéopathie, hypnose, plus. Donc, au moment où j'ai envoyé ce topo à la FMC, j'ai reçu ce mail. Ça m'a fait rire parce qu'on ne reçoit jamais de mail comme ça quand on fait du fonctionnel, très rarement. C'est des gens qui se plaignent tout le temps. J'ai commencé à réunir 100 fois en FODMAPs. Je partais d'un IMC à 33, j'ai perdu 18 kilos, docteur. Alors souvent, dans le FODMAPs, ils perdent 4-5 kilos. Hein. J'ai repris une activité sportive, j'ai changé mon alimentation, j'ai diminué mon stress, je retravaille. Waouh, quel résultat. Je vais beaucoup mieux. Alors, j'en ai pas eu depuis, hein, j'en ai pas eu d'autres. Mais d'ailleurs, j'avais envoyé en entier le mail original au début, mais ça n'est pas passé dans le comité de lecture. C'est vrai que c'était un peu long. Mais c'est vraiment une réalité. Il y a des résultats et il faut aller les chercher. Donc, écoutez avec précision l'interrogatoire, faire son examen clinique pour une chose aussi bête que distinguer l'épigaste que le ditro du transit, mais qui permet de dire c'est un ballonné, ça n'en est pas un. Le ballonnement isolé reste rare, évidemment qu'il y a des chevauchements. La constipation, c'est la seule situation où il existe vraiment une corrélation entre le fameux gaz qu'on entend tout le temps et le ballonnement. Le régime pour un FODMAPs est efficace, doit être assuré, avec l'aide d'une diététicienne. Et il peut être prescrit en première intention, en dehors des signes, gravité, plus 50 ans, etc. Hein, mais oui, chez un sujet jeune, moi, j'ai pas de souci à ça. Les médicaments ont une efficacité minime et suspensive sur les ballonnements. Voilà, c'est pas magique. Et parmi les thérapeutiques alternatives, seule l'hypnose a fait preuve de son efficacité sur les ballonnements. Voilà. J'espère que mon topo ne vous aura pas gonflé l'abdomen et que vous n'en sortez pas ballonné. Et je serai ravi qu'on se revoie en verbe et en os l'année prochaine pour des vrais GIFOD. Au revoir.